Bienvenue au Polysécure épisode sur les humains. Je suis accompagné de Laurie. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci beaucoup dans un premier temps de m'accueillir. Donc, mon nom est Laurie Michel, je suis la fondatrice de Vivala. Chez Vivala, on est spécialisé dans tout ce qui est bien-être numérique et aide à la déconnexion. Donc, c'est devenu ma mission de cœur un petit peu de vous aider, que ce soit les individus mais également les organisations, à instaurer de saines habitudes numériques. Oui, et on va aborder l'importance de la déconnexion et justement tous les effets que ça peut avoir sur la vie. On peut un axe, dans ce cas-ci, cyber, pour les impacts que ça va avoir. Je vais te laisser expliquer un peu qu'est-ce que la déconnexion, les éléments comme ça, puis je vais aller avec des questions, puis je vais faire des liens avec le domaine de la cyber. Avec plaisir. Mais peut-être je peux expliquer aussi pourquoi je suis dans cet univers-là aujourd'hui. Puis vous allez comprendre, il y a un lien un petit peu avec mon parcours et la mission en fait de notre entreprise. Donc moi, je suis une ancienne accro à mon téléphone. J'ai failli faire un burn-out il y a quelques années en fait à cause de la place de la technologie dans ma vie, puis de ce mode un petit peu sans arrêt qu'on a passé depuis que les fantastiques outils numériques sont arrivés dans notre vie. Donc c'est la raison pour laquelle en fait il y a quelques années j'ai décidé de lancer mon entreprise, puis vraiment de venir amener une solution autour de cette hyperconnectivité. Aujourd'hui, on est tous concernés par cet enjeu-là. On a tous le téléphone dans les mains. On travaille, beaucoup d'entre nous travaillent sur des ordinateurs également. Donc, on est très connectés, hyper connectés. Et ça a des impacts sur notre santé physique, notre santé mentale, nos relations sociales aussi, notre productivité. Et c'est dans ce contexte-là qu'en fait, la déconnexion est essentielle aujourd'hui à notre corps, à notre bien-être, mais aussi à ce qu'on veut vivre dans notre vie. La vie se passe à l'extérieur des écrans. Donc là aussi, il y a un enjeu aujourd'hui de arriver à la contrôler pour pouvoir se reconnecter à d'autres choses. Oui, absolument. Puis dans ton cas, puis c'est ça, c'est intéressant d'amener parce que tu mentionnais que tu es allé proche du burn-out justement par cette hyperconnectivité-là. Le confinement nous a amené à accélérer cette hyperconnectivité-là du temps que la seule façon qu'on avait des contacts avec des humains était à travers la technologie. Les gens n'ont pas décroché parce que c'est devenu des habitudes, ça s'est instauré encore d'autant plus dans nos vies. Qu'est-ce qui t'a amené à justement constater le fait que tu étais sur une pente très glissante et qu'elle allait pas très bien? Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à en sortir? Ben à cette époque-là, je vais remercier mes parents, en fait, parce que ça faisait un petit moment que je les avais pas vus, puis ils venaient me visiter au Québec. Vous l'entendez, j'ai un petit accent du sud de la France. Et quand ma mère est arrivée, puis que je suis allée les accueillir à l'aéroport, la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Oh mon Dieu, tu as vu ta tête !» Alors, ça a été un petit peu le choc parce que c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui allait pas. Je me sentais complètement débordée, épuisée. Mes idées ne fonctionnaient plus. J'avais vraiment la difficulté à me concentrer. J'adorais mon travail, j'adorais ce que je faisais, mais il y avait quelque chose qui marchait plus. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je pense que j'ai compris qu'il y avait un souci dans ma façon de placer le travail dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, encore plus, comme tu le mentionnais, depuis l'arrivée du télétravail, de manière, on va dire, plus importante. Mais même moi, à mon époque, où j'étais au bureau, à mon époque, c'est un peu bizarre de ça, mais où j'étais au bureau, il y avait quand même cet aspect que on a le téléphone dans nos mains, le téléphone cellulaire. Donc, on est joignable. Donc, on peut s'écrire à n'importe quelle heure, on peut s'écrire n'importe où sur nos réseaux personnels, sur nos courriels professionnels, et on y a accès constamment. Et c'est ça, moi, qui a vraiment été ma problématique, parce que j'étais l'employée un petit peu modèle, très ambitieuse, qui veut toujours faire bien, qui veut toujours être là pour son équipe. J'avais aussi des équipes à gérer qui faisaient des événements les fins de semaine, etc. Donc, j'étais constamment joignable. Puis c'était quelque chose dont j'étais fière en plus, je le disais. J'étais constamment joignable, vous pouvez me joindre à n'importe quelle heure. Puis c'était le cas pour mes collègues de travail, les équipes que j'avais à gérer, mais également pour mes amis en France. Et j'ai eu des passages où j'avais mon téléphone qui était sous l'oreiller parce que si jamais il arrivait quelque chose, on s'entend qu'il y a 7 heures d'avion entre Montréal puis Toulouse, mais à cette époque-là, j'avais comme
c'était dans ma tête, c'était normal. Je m'inventais un petit peu, je pense, des excuses. Puis tout ça, à un moment, a juste explosé. Puis je pense que heureusement, en fait, que mes parents sont venus me visiter à ce moment-là, parce que ça a été un petit peu eux qui m'ont secoué en me disant, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On te sent très fatigué. T'es pas là avec nous. Tu as l'air stressé. Ça va pas. On reconnaît pas notre Laurie entre guillemets. Donc c'est ça qui a été mon éveil en fait à ce moment-là. Et j'ai commencé à réfléchir sur la raison pour laquelle j'étais dans cette situation-là. Et la technologie revenait souvent, cet aspect de constamment être là pour les autres et en fait ne plus prendre de temps pour moi parce que c'était ça. C'est-à-dire que tout le monde passait avant moi. Donc ça a vraiment été heureusement en fait c'est ça que mes parents ont été là à ce moment-là. Puis quand c'est arrivé dans ma vie ce choc un petit peu là, c'est là où en fait j'ai commencé vraiment à essayer de m'éduquer sur qu'est-ce qui se passait avec moi, pourquoi j'avais ce problème de gestion des écrans, ce gestion de disponibilité, cette priorisation que je donnais aux autres et moins à moi. Donc, je me suis beaucoup éduquée sur tout ce qui était cyberdépendance pour vraiment comprendre aussi tout l'aspect technologie parce que oui, il y a une part de responsabilité. J'avais une part de responsabilité moi, mais après j'ai commencé aussi à comprendre le fait qu'il y a des systèmes qui sont mis en place aussi pour, on va dire, nous faire consommer, nous créer des habitudes. Puis ça aussi, c'était un enjeu parce que on a beau avoir, comment dire, on a appris un petit peu sur le tas à gérer les outils numériques. Aujourd'hui, on s'est envoyé un courriel, on s'est programmé des choses un petit peu à droite, à gauche, mais on n'a jamais vraiment été éduqué sur comment les utiliser correctement pour soi, pour son bien-être, pour ses relations sociales, pour échanger, pour continuer à avoir des activités, que ce soit avec les gens qu'on aime, mais aussi des activités physiques. Donc tout cet aspect-là, parfois on peut avoir la difficulté en fait à le réintégrer dans ce monde hyper connecté. Puis moi, c'était ma réalité à ce moment-là. Donc c'est de là qu'est vraiment après Vivala a pris tout son envol à la suite de ça pour vraiment amener une solution que moi je n'ai pas véritablement trouvée quand je me suis retrouvée à cette position-là. Tout à fait. De toute façon, ce que tu dis me parle énormément. Effectivement, l'hyperdisponibilité, d'être au service de ses clients ou au service de son entreprise, c'est des sentiments et des émotions que j'ai ressentis à une certaine époque, même pendant le confinement, ça l'a amené. Puis j'ai vu, j'avais énormément constaté où les gens étaient d'une extrême disponibilité à ce Mhm. moment-là, et ça l'a diminué avec le temps. C'est heureusement pour ces gens-là aussi également, puis Mhm. heureusement pour moi aussi également au passage, de justement d'avoir repris contrôle un peu sur sa vie, de plus être disponible Mhm. 24/7 comme on était disponible pendant le confinement. Ça, c'est un élément très important parce que je l'ai énormément vu. Les gens remplissaient le vide de leur vie avec le travail Mhm. et au détriment de leur santé mentale et de leur santé physique. Tu le mentionnes très bien, puis je trouve ça très intéressant. La fatigue que ça l'amène, le fait que tu ne priorises pas, que les autres passent en avant et dans le fond que tu écrabouilles ta propre santé, ta propre Mhm. estime de toi pour donner priorité aux autres. Et incidemment, ben là, ça l'amène la fatigue, ça l'amène une fatigue cognitive énorme et Mhm. tes choix. Puis là, heureusement, tes parents te l'ont bien montré. C'est ce qu'on est, on perd notre sens critique, on perd notre détachement, on est comme figé, on devient essentiellement parce que j'ai vécu un zombie. Et du moment que tu deviens un zombie, tu exécutes les choses sans avoir le recul, sans avoir Mhm. la joie de vivre, sans avoir les choses qui permettent justement de prendre le recul. Puis c'est là où le lien, puis tu sais, je fais un lien indirect au cyber, c'est que cet Mhm. espace-là où on a besoin dans le cyber justement d'avoir le pas de recul avant de répondre au courriel qui peut être hostile, ou ces éléments-là est très important. Fait qu'on l'a essentiellement perdu par ça, parce que tu mentionnes, puis je suis totalement dans la même zone que toi à cet égard-là, de cet élément-là, de ce constat-là qui a Mhm. été fait. Puis dans le fond, tu vois aussi le côté très addictif des plateformes TikTok étant le plus grand coupable. Il y a eu le pivot que tu as fait qui est très intéressant. Comment tu as pivoté? Parce que c'est pas facile de pivoter dans un contexte comme ça.
Non, c'est pas du tout facile, donc c'est pour ça, moi, je me suis un petit peu, aidée. J'ai développé mes propres méthodes, on va dire, pour arriver à reprendre le contrôle sur ces outils-là. Puis en même temps, en fait, je bâtissais Vivala, donc j'ai travaillé avec des experts, des psychologues cliniciens qui traitaient des patients cyberdépendants. Donc ça a été un chemin, en fait, que j'ai fait, à travers aussi, la création de tous nos services. Donc j'ai joué la cobaye. J'ai fait beaucoup de tests, moi, de mon côté, pour voir qu'est-ce que c'est qui marchait avec moi, qu'est-ce que c'est qui fonctionnait pas, pour arriver, en fait, à créer des trucs et astuces pour reprendre le contrôle, parce que c'est vraiment ça, c'est une reprise de contrôle. Puis, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport aussi au télétravail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à s'éveiller, en fait, sur la place de la technologie pendant les confinements, pendant le télétravail, parce que oui, on était tous dans nos maisons, donc l'outil numérique devenait notre façon de communiquer avec les autres. Donc on s'y attachait beaucoup parce que c'était notre façon d'être avec le monde extérieur. Mais il y avait comme un enjeu en arrière, dans le sens où ça ne s'arrêtait jamais, comme tu le mentionnais. Donc le travail prenait toute la place dans la maison, où c'est normalement un lieu aussi pour se déconnecter, pour se reposer. Donc j'ai aussi observé beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans le même état peut-être de détresse que moi il y a quelques années, à cause de cette hyper connexion, en fait, qui arrivait dans leur vie ou qui les frappait un petit peu, comme moi j'ai eu. Moi, ça a été mes parents qui m'ont un petit peu secoué avec ça, mais il y a eu beaucoup d'éveil aussi pendant les confinements, pendant le télétravail, sur cet enjeu-là, en fait, parce que on était tous à le vivre ensemble, on en parlait. C'était vraiment quelque chose de puissant. Puis je suis sûre que tu pourrais même rebondir sur la cybersécurité en télétravail, parce que moi, je parle vraiment de tout l'aspect stress par rapport à notre santé mentale, notre santé relationnelle, etc. Mais il y avait aussi les enjeux les outils qu'on utilise, qui sont personnels, professionnels. Il y avait comme un mélange qui se faisait. Donc, il y avait plus du tout de frontières. Puis frontières géographiques, on était toujours au même endroit. Frontières aussi de se dire, ben, cette salle-là, cette pièce-là à la maison, c'est l'endroit où je vais me reposer, c'est l'endroit où je n'amène pas le travail. Puis ça a été très complexe pour beaucoup de gens pendant ces périodes-là. Ouais, pour le volet de cybersécurité, là, c'est pas autant. Puis je vais aborder sur des éléments très spécifiques parce que l'élément cognitif est très intéressant et très important. Puis justement, quand je mentionne qu'on est surchargé cognitivement par le travail, par les médias sociaux, par toute l'abondance de technologies, ça vient diminuer nos barrières, ça vient diminuer nos défenses naturelles. Puis c'est un des éléments que la déconnexion devient très importante dans ce contexte-là. C'est pour ça que j'aborderai pas tant la cyber que ça, que je trouve la déconnexion étant un moyen de se défendre davantage dans un contexte où les malveillants sont de plus en plus sophistiqués, utilisent de plus en plus des éléments comme ça qui font que nos barrières étant là, quand on a passé à travers 500 courriels dans une journée, Exact. ben, le 501e, qui est une fraude, ben, on va le laisser passer parce on est saturé. On n'est plus capable, puis c'est d'apprendre justement à déconnecter. J'aime aussi le fait de la pièce. Puis moi, je l'ai vécu de plein fois, puis je n'ai parlé avec beaucoup d'autres personnes. Il est devenu, parce que moi, j'ai un bureau dédié, et cette pièce-là est devenue, avec le temps, j'ai eu comme une certaine forme de haine face à cette pièce-là, Oh. puisqu'elle elle est devenue tellement associée au travail, elle est devenue tellement fortement dans mon esprit rattaché à ça, que j'ai dû me réapproprier cette pièce-là à un moment donné, parce que justement, je ne voulais plus y aller, parce que y aller, c'était le travail, c'était le stress, c'était tout ce qui était rattaché avec cet élément-là, dont du confinement essentiellement dans ce cas-ci. Et heureusement, j'amenais pas le travail dans d'autres pièces de ma maison. Là. Pour les personnes qui l'amènent, comme tu le mentionnes, dans d'autres pièces de la maison, fait que tu amènes le problème ailleurs. Moi, heureusement, je le confinais. Le fait contraire, c'est que cette pièce est devenue une hantise. Je voulais pas rentrer dans la pièce parce que c'était désagréable. Puis, puis toute la fatigue, tout l'espace mental était disparu à ce moment-là. Donc, quand j'embarquais dans mon bureau, je devenais le zombie que je faisais référence parce que je me mettais dans une espèce d'état d'esprit qui était malsain aussi, puis que depuis le temps est bien corrigé là, quand j'ai trouvé, puis j'ai parlé, puis il y avait énormément de gens qui étaient dans le même contexte où ils n'avaient plus de plaisir au numérique de la surabondance qu'ils ont vécu pendant le confinement.
Oui, c'est certain. On n'en pouvait plus des écrans, faut le dire. On avait vraiment envie aussi de serrer les gens qu'on aime dans les bras. On avait envie de. On est des bêtes sociales. Les humains sont des bêtes sociales. On a besoin d'être avec les gens. Puis même si le numérique est absolument extraordinaire aujourd'hui, puis nous permet de faire bien des choses. Puis en tant qu'expatrié, je peux vous dire que je suis contente de pouvoir appeler mes amis, faire des vidéoconf avec eux parce que je les vois. C'est des choses qui n'étaient pas possibles il y a plusieurs années. Donc c'est génial. Mais c'est ça, c'est que quand on l'utilise trop, on est en manque en fait de ce côté relationnel, du contact avec les gens. Les écrans remplaceront jamais du présentiel, remplaceront jamais les échanges qu'on peut avoir en personne avec les gens. Ce qu'on peut se dire aussi, tout est différent par rapport à une conversation qu'on va avoir sur Zoom versus une conversation qu'on va avoir en présence. Donc, en effet, je pense qu'on avait tous un petit ras-le-bol, en fait, du numérique. Oui, puis tu faisais mention à la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est sûr qu'en cyber, c'est important de faire cette distinction-là parce qu'il y a des conséquences, mais les conséquences vont avoir des impacts jusque dans la santé mentale aussi, puis à la déconnexion, parce que si on ne fait pas cette séparation-là, déjà là, un va envahir l'autre, et comme tu le mentionnais très bien, tu étais tout le temps disponible pour tes collègues, pour ton employeur. De fait, ben là, c'est un envahissement très important de ta vie privée. En l'espace, normalement, tu te ressources. Là, tu n'as plus d'espace pour te ressourcer, donc tranquillement, tu t'es épuisé. De là, à partir de là, comment tu l'as constaté, tu as fondé ta compagnie là-dessus, puis qui est dans le fond, une très bonne idée. D'un problème a émané une solution qui vient répondre à ce dit problème-là. C'est quoi les clés pour nous aider justement, ça, c'est tes parents qui l'ont décelé. Comment on peut voir si on n'a pas la chance d'avoir comme toi des parents qui sont éveillés à ce genre de choses-là? Comment on peut le détecter chez soi-même et comment on peut commencer à se pivoter justement pour être capable de s'en sortir parce que tu as développé des outils sans rentrer dans le très précis, mais quand même des pistes pour nous aider à au moins aller chercher de l'aide, là? Mais dans un premier temps, ce serait de s'observer. Donc, prendre le temps de s'observer, prendre le temps. C'est quelque chose qui est, je sais, un défi pour certaines personnes parce que on est dans une société où on court après le temps, on n'a jamais le temps de rien. Mais vraiment, je vous invite à le faire parce que des fois, on pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que notre santé, mais c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où notre santé lâche, c'est pas mal le début de quelque chose qui est pas très agréable. Donc, c'est vraiment prendre le temps de s'observer. Donc, observer son énergie, observer comment on est, comment on se sent, comment on est au travail, comment on est aussi avec ses proches. Est-ce qu'on a régulièrement des réflexions de personnes qui nous disent « Hey, est-ce que tu veux bien être avec nous? T'es toujours sur ton téléphone. » C'est pas mal un signe qu'il y a un petit souci avec la gestion des écrans, si on a ce genre de personnes qui nous fait des petits appels comme ça. Donc, c'est vraiment de s'observer et réfléchir aussi à la place de la technologie dans sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'on aime de la technologie? Qu'est-ce qu'on aime un petit peu moins? Faire vraiment un portrait, en fait, de la place qu'elle prend dans nos vies. Puis si on est satisfait aussi avec notre vie. Est-ce qu'on a assez de temps pour faire des activités? Ça devrait être le cas. Là aussi, là, il y a comme, moi j'appelle ça la culture du sans-repos. Cette culture où on est constamment en train de faire des choses, on n'a plus d'espace pour nous, c'est-à-dire qu'on est au supermarché, on est en train de texter je ne sais pas quoi, on est dans la voiture en train d'attendre, on est sur nos courriels, donc aussi revoir notre façon de gérer nos temps de pause. Parce qu'on ne s'en octroie plus assez. C'est des micro-déconnexions. Tu sais, il y a plusieurs types de déconnexions. Il y a les micro-déconnexions. Moi, c'est ce type de déconnexion que j'appelle, là, quand on a des 10-15 minutes d'attente, s'octroyer ces temps d'attente. Donc, c'est des choses qu'on peut observer dans les prochains jours. J'inviterai les personnes à observer ce genre de comportement. Quels sont les gestes qu'on va avoir autour des écrans? Est-ce qu'on a suffisamment de temps de repos puis de temps pour nous? Ouais, je trouve ça intéressant. Moi, j'appelle ça se remplir de vide. C'est-à-dire que quand on remplit le temps qui est justement un temps de repos, on le remplit avec des choses qui ne remplissent pas. Parce que c'est vraiment du vide. Soit on est sur les médias sociaux, on a des petits jeux simples qui viennent juste occuper l'esprit, mais qui ne sont pas satisfaisants au sens du bien-être et qui nous laissent pas le temps justement d'être dans le vide, de s'ennuyer, de laisser de rêver les yeux ouverts ou de juste laisser notre esprit rouler pour ce qu'il a besoin de rouler, là.
Oui, puis c'est important, c'est ça, c'est que c'est une notion qui aujourd'hui n'est pas assez valorisée, je trouve. Et ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte notre énergie, ça impacte aussi notre connexion à nous-mêmes parce qu'on se déconnecte de plus en plus de nos corps à cause du fait qu'on prend pas le temps et on remplit constamment d'idées des autres avec les réseaux sociaux, de messages des autres, des urgences des autres. Donc c'est vraiment important de revaloriser en fait ces moments où on fait rien. C'est correct de rien faire. On a le droit de rien faire. Même si on a 150 options de distraction à disposition. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de réapprendre à s'ennuyer, comme tu le disais, puis à juste penser à des choses, puis à les créer nous-mêmes, ces choses-là, dans nos têtes. Parce que ça aussi, on est beaucoup dirigé par rapport à qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va voir, ce qui s'affiche sur les écrans. Et on n'est plus du tout connecté à nos pensées. Donc, ça aussi, c'est une autre notion de s'autoriser à ralentir, mais aussi s'autoriser à laisser sa personnalité ressortir dans nos pensées. Tout à fait. Puis par expérience, moi, j'ai été, j'ai eu un peu une tape sur l'épaule comme la tienne, là, justement, dit là, calme-toi, Mmh. là, tu t'en vas dans un mauvais chemin. J'ai été chanceux, fait que j'ai pas tombé dans le chose, je suis remonté avant. L'autre élément que je vois autour de moi puis qui est important, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes, parce Mmh. que j'ai discuté avec beaucoup de personnes dans la dernière année qui se sont confiés sur des soucis qu'ils ont eus par rapport à ça, ces éléments-là, et le stress et dans le fond, l'épuisement associé à ce genre de choses-là. Je constate qu'on ne prend pas le temps, ou on est gêné, justement, on se sent honteux de Mmh. parler de ces éléments-là, que dans le fond, c'est très important. Et d'autant plus avant qu'il soit trop tard, parce que quand on tombe en épuisement, ben là, il est rendu trop tard. Ouais. Et justement, Ouais. là, on a le travail de redressement qui est beaucoup plus important que quand on a le temps avant de tomber en épuisement, de pouvoir se reposer, de recadrer sa vie et de remettre en place. Moi, j'ai eu mon wake-up call, mon réveil, il y a 2 ans, pendant mes Mmh. vacances, où je me suis rendu compte que j'ai carrément coupé mon cellulaire, puis j'ai adoré. Oui, c'est un bon point que tu amènes de communiquer parce qu'en effet, je le dis souvent, on est tous responsables de l'hyperconnectivité des autres. Dans le sens où nos actions en ligne vont avoir des impacts sur la santé peut-être de notre destinataire. Je ne sais pas si on envoie un courriel à un collègue à 23 heures du soir. Nous, on pense qu'on s'est un petit peu débarrassé du problème, on a fait notre job, on a envoyé le message, mais la personne, si elle le reçoit puis elle le lit, elle va peut-être pas dormir, ça va la stresser, ça va peut-être complètement venir interrompre en fait un moment en famille, un moment pour elle. Donc il y a tout cet enjeu-là aussi que c'est important d'en parler parce que quand on commence à en parler, on se rend compte que on a tous le même défi autour de cet enjeu-là de numérique. On est tous vraiment dans la même équipe avec ça. Et il y a comme on a comme une culpabilité à l'idée de se dire qu'on va pas répondre. Il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à se dire qu'ils vont pas être disponibles parce que X, Y, Z, ça va envoyer tel ou tel message. Donc là aussi, c'est important d'ouvrir la conversation puis de clarifier les choses, les raisons aussi. Pourquoi je fais telle chose, pourquoi je ne fais pas telle chose. Puis on va tous s'entraider avec ça parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui vient, ça va se décupler dans les outils qu'on va avoir à utiliser, à gérer. Donc, je pense que c'est très, très important qu'on ouvre la conversation entre nous, puis de manière dans la société aussi, là, dans la communauté, pour pouvoir vraiment trouver des outils pour arriver à garder la technologie, je dis souvent, à sa place d'outil et ne pas la mettre au cœur de tout parce que c'est là où ça devient problématique en fait. On a des Tout limites à, hein, avec notre corps d'humain. tout On à n'est pas fait. des robots encore. Non, puis c'est bien heureux qu'on le soit pas. Puis je trouve ça très important ce que tu mentionnes, parce que on est responsable des autres aussi là-dedans. Fait que nous-mêmes, on doit faire des choix et on doit communiquer. J'ai une compagnie de Montréal qui met dans ses signatures de courriel systématiquement que il favorise le télétravail, des choses comme ça, donc les heures atypiques de travail. Mais incidemment, ça ne veut pas dire que la réponse est attendue au moment que le courriel est reçu par la personne, et que la personne doit respecter elle-même son propre horaire de travail pour répondre. Donc, si le courriel, exemple, arrive à 11 heures du soir, je suis un exemple de cette nature-là, fait que j'explique souvent aux gens, le courriel peut arriver à toute heure de la journée ou de la nuit.
je suis comme ça, c'est ma nature. J'attends pas une réponse dans l'immédiat. Et même puis tu peux même prendre plusieurs jours dans certains cas pour répondre au courriel si tu juges que c'est plus approprié. Il n'y a pas de souci. On est dans un contexte où il n'y a pas d'urgence. S'il y a des urgences, je vais prendre un autre moyen de communication. Je vais utiliser d'autres moyens ou d'autres Mhm. façons. Mais pour moi, le courriel est l'élément le plus asynchrone de communication et je communique cette information-là aux gens parce qu'il y en a certains qui ont justement l'impression qu'il y a une urgence et il n'y a pas d'urgence dans mes courriels. Puis j'ai même pris la saine habitude dans certains cas de programmer l'envoi des Mhm. courriels à des heures normales pour éviter que les gens aient l'impression que j'ai bombarde à 2 heures du matin parce que moi, je suis debout à 2 heures du matin parce que j'ai eu une idée, je me suis levé. C'est ma façon de fonctionner. C'est en harmonie avec qui je suis. Mais c'est pas mon harmonie à moi n'est pas l'harmonie des autres. Fait qu'il faut que je respecte l'harmonie des autres, justement, les amener dans leur zone à eux autres, les guider aussi dans cet espace. Oui, tout à fait. Puis c'est important aussi, oui, dans les organisations de mettre des actions en place face à ça, parce que oui, c'est sûr qu'il y a une autogestion des personnes. Il va falloir que eux-mêmes prennent certaines décisions pour pouvoir, on va dire, mieux gérer les envois des communications. Mais c'est certain que plus l'organisation va parler de ça, va être transparente aussi avec le l'aspect disponibilité numérique, présentéisme numérique, tout ça, ça va aider considérablement les équipes et même les interlocuteurs externes, parce que souvent on parle de l'équipe, mais ça peut être aussi, ça peut avoir des impacts également sur les interlocuteurs externes, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients, etc. Donc je pense qu'on a tout à y gagner, en effet, de mettre en place ce type d'action le plus possible en fonction de sa réalité d'entreprise, parce que là aussi, ça va être variable. Il n'y a pas de solution comme miracle, pas pour toutes les entreprises. Ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de qu'est-ce que c'est qu'ils ont comme clients, comme interlocuteurs. Est-ce qu'il y en a qui ont des décalages horaires, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment toute une réflexion à avoir autour de ça pour les communications. Mais en effet, plus on va en parler, plus ça va réduire la pression des équipes autour de cet enjeu-là. Oui, puis faut être aussi à l'écoute de soi. On revient souvent à cet esprit-là, à cet élément-là. C'est nous qui devons mettre nos propres barrières. C'est un des éléments aussi que j'ai raffiné pendant le confinement parce que Mm. je m'étais laissé emporter au début. Après un an, ça tombe il y a 2 ans. Moi, ça tombe un an après le confinement. J'avais pris des vacances, des vraies Mm. vacances, où dans lesquelles là, j'avais vraiment déconnecté et j'avais ressenti le bien. Et de là, j'ai compris que où je devais mettre mes propres frontières et que celles-ci servaient à me protéger ma santé mentale, de un, et en même temps de me placer dans une position où je communique cette information-là pour pas que les gens s'y trouvent à l'intérieur de mes frontières aussi, que tu sais, pour dire là, on s'entend puis on a un deal, Mhm. que c'est à cet endroit-là. Puis comme j'explique aux gens avec qui je fais affaire que si vous recevez un courriel de ma part de 2 heures du matin, je m'attends pas que vous répondiez dans l'immédiat. Puis j'ai dû le faire à plusieurs personnes parce que des fois, ils vont tendance, puis là, je sens que ça les stresse, Mm. je sens que ça les énerve. Et je dis non, non, on fait pas ça, là, tu sais, on prend le temps, il n'y a pas d'urgence. S'il y a une urgence, le téléphone est encore là. On fonctionne, où les textos sont encore là, puis même les textos encore moi-même. Et de l'autre côté, ben, j'ai ralenti moi-même ma vitesse de réponse à un rythme qui convient par rapport à la nature du message que je reçois. Et ensuite, je calibre comme ça justement pour me laisser l'espace de déconnexion puis d'apaisement mental qui est nécessaire pour réussir à être serein. Puis en cyber, Mhm. éviter de me faire des erreurs, parce que comme expert en cyber, euh, plus je me mets du stress, plus je vais faire des erreurs. Puis je le sais parce que je le vois. Je le vois à travers Mm. les gens que je côtoie. Oui, puis c'est un bon point d'ailleurs que tu mentionnes aussi, de dire quand tu envoies des courriels à 2 heures du matin, il y a des personnes qui réagissent bien, puis d'autres un petit peu moins bien. C'est aussi en fonction du réglage que les personnes vont faire. Parce que si la personne, elle a par exemple son téléphone qui sonne à 2 heures du matin parce qu'elle l'a pas mis, qu'elle dort avec et qu'elle a les courriels qui s'affichent sur l'écran, elle va moins bien le vivre, on s'entend, qu'une personne qui a fait ses réglages puis qui recevra le courriel juste uniquement au moment de se connecter à ses courriels pendant les heures de travail. Donc là aussi, il y a tout un enjeu dans comment la personne en fait gère ses communications puis ses outils, comment elle comment elle Tout vit à avec son fait. téléphone.
Oui, puis c'est un élément important que tu mentionnes là parce que ces dispositifs technologiques-là, pour limiter la sollicitation, sont assez récents, autant chez iPhone qu'Android. Ils ont développé des différentes stratégies où justement, puis moi, j'en ai une c'est une stratégie que j'ai utilisée pour m'aider moi-même, puis pour m'aider à me sortir, où j'ai automatiquement des fermetures de notifications à certaines heures de la journée, ou pendant certaines activités, les notifications sont coupées ou sont coupées partiellement, parce que des activités, il y a des notifications qui sont importantes, d'autres le sont moins. Donc, incidemment, les notifications du travail le soir sont coupées. Les notifications personnelles le sont pas. Et ensuite, au coucher, un autre niveau de notification est coupé justement pour tranquillement amener vers l'apaisement, vers le sommeil dans ce cas-ci qui est pas, je me couche pas tout le temps à 2 heures du matin, là, mais qui est correct, qui suit mon rythme normal, qui suit l'harmonie dans laquelle je suis, dans laquelle je vis. Oui, c'est très important, en effet, de personnaliser en fait ces outils. On le fait pas toujours. Je vois beaucoup de personnes encore qui ont toutes leurs notifications constamment, et ça peut paraître vraiment basic comme conseil, mais c'est pas normal d'avoir encore toutes ces notifications. Si vous nous écoutez, que vous avez encore toutes vos notifications, essayez de faire du tri. Une personne en reçoit 90 par jour sur son téléphone en moyenne. Imaginez 90 fois vous allez être interrompu pour une notification qui des fois est inutile, parce qu'on s'entend que quand ça vient d'une personne, peut-être c'est pertinent, mais quand c'est une push notification là qui vient d'une application pour vous dire que je ne sais pas, il y a une mise à jour qui s'en vient dans un mois, ça vous a interrompu pour rien. Donc là aussi, on a beaucoup d'informations, on est inondé d'informations avec les outils numériques. Donc pour moi, c'est vraiment primordial de réduire au maximum le bruit de la technologie. Entièrement d'accord. J'ai des tactiques très, très sévères sur ce genre de choses-là, au niveau des notifications, justement, pour limiter le ça, parce que c'est des coups d'interruption, puis on se fait interrompre à tout bout de champ. Fait que oui, effectivement, c'est très important. On a les outils à notre disposition pour le faire. Il faut juste prendre le temps de nous aider nous-mêmes dans cette situation-là. Moi, ça fait relativement le tour du sujet. As-tu des choses qu'on n'a pas couvert que tu aimerais qu'on couvre? Je pense que c'était une belle discussion qu'on a eue. C'est parfait pour moi. Oui. Merci beaucoup. Ça a été très enrichissant. Ah, super. Oui, c'était une belle conversation. We gonna